d'être venus si nombreux ce soir pour la 3e Agora. Dommage que j'en fasse pas une 4e, on aurait eu occupé tout l'amphithéâtre. Donc merci, vraiment un grand merci pour votre présence. Et on espère, Madame l'adjointe à la culture, ma chère Martine étant présente parmi nous, je lui mets un petit coup de pression pour que elle me donne la permission de continuer l'an prochain. Hein, voilà. Allez, applaudissez. Bon, merci en tout cas. Merci à la municipalité, merci à Martine Blanc, merci à Madame Bill, maire de la Garde, de nous permettre ces manifestations originales qui ne sont pas évidentes. Hein. Bon, venir réfléchir en plein été, comme ça, en plein soleil, avec des températures élevées, c'est quand même une performance pour vous, hein, plus que pour moi. Donc je suis accompagné ce soir de mon amie Valérie, qui va, comme elle l'a fait la semaine dernière, m'interroger, me pousser dans mes retranchements dans quelques instants, pour ce 3e coaching de Nietzsche. Voilà, non, Nice c'était la finale du Tour de France. Ouais. C'est difficile de dire Nietzsche à Nice, parce que j'ai souvent eu l'occasion de dire Nietzsche à Nice, parce que vous savez peut-être, on aura l'occasion d'échanger là-dessus peut-être tout à l'heure, il a passé 5 hivers à Nice, il adorait la ville de Nice, et chaque fois que j'ai prononcé des conférences, je m'entraînais pendant plusieurs semaines à l'avance pour dire Nietzsche à Nice, parce que la langue a vite fait de fourcher, et c'est très compliqué, c'est un petit exercice de diction que je vous propose devant la glace le matin, Nietzsche à Nice et Nietzsche à Nice, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien, voilà. Donc Valérie, c'est à toi, on démarre. Donc chers amis, ce soir, donc, pour la dernière Agora de l'été 2024, je suis sûre que Philippe, plus particulièrement ce soir, sera certainement dans une position, on va dire, beaucoup plus confortable, même s'il n'a jamais été mis en difficulté. Mais ce soir, c'est particulier. Alors en revanche, moi ce n'est pas mon cas, mais nous y reviendrons plus tard. Je vais d'abord essayer de vous faire un petit peu deviner l'invité, j'allais dire du jour, non, du soir, pour cette dernière soirée d'été, en tout cas en juillet. C'est une personne qui a vu le jour en 1844, un 15 octobre, si vous voulez le noter après pour l'anniversaire, éventuellement, en Saxe. Son père donc était protestant et sa maman était fille aussi de pasteur. Veuillez m'excuser. C'est la chaleur, hein, finalement, tu avais raison Philippe. À 5 ans, donc, lorsqu'il a 5 ans, son papa décède. Ensuite, alors je fais bref, hein, ensuite il rentre au collège de Forta en 1853. C'est un élève solitaire, brillant, réfléchi, me semble te décrire, mon cher Philippe, en tout cas. Et durant cette période, donc, il va écrire sa première biographie, donc vraiment très jeune. Alors, je vous disais tout à l'heure que autant Philippe sera très certainement à l'aise ce soir et moi un petit peu gêné. Parce qu'en effet, la personne que nous allons recevoir, c'est un peu comme nous l'avions évoqué l'année dernière, comment dirais-je, un rapprochement entre Socrate et Platon, et nous avions convenu, je pense tous ensemble, que cela ne nous regardait pas. Mais ce soir, cela nous regarde. Et donc, je vais rentrer un petit peu dans l'intimité de Philippe, dans sa vie privée. Alors, j'espère que Brigitte, tu ne m'en prendras pas ombrage. J'espère que tu sauras me pardonner. Si je te croise et que tu ne me dis plus bonjour, je saurai pourquoi. Voilà, je dois vous faire la confidence, mais certains d'entre vous sont déjà au courant, hein, beaucoup même. En plus, Philippe se targue de le dire dans ses conférences, il l'a même écrit. Donc, il assume déjà. En fait, Philippe a une relation, on va dire, une vie commune donc avec Nietzsche. Mais ceci dit, nous aimerions savoir un peu plus sur cette relation particulière que vous avez depuis des décennies avec l'illustre Nietzsche, Philippe. Merci Valérie, c'est une belle façon de commencer en effet, donc j'ai aucune raison de le cacher. Ce soir, c'est pour moi une séance un peu particulière parce que j'ai toujours un grand plaisir et même un peu d'émotion à parler de Nietzsche. Pendant des années, dans mes classes de lycée, je ne prononçais même pas le nom de Nietzsche. J'avais tellement peur de me faire identifier comme un Nietzschéen, et puis je ne voulais pas passer des heures et des heures sur ce philosophe, alors qu'on a tant d'autres philosophes à présenter à nos élèves, à nos étudiants. Donc c'est après ma thèse de doctorat que j'ai commencé à dire que j'étais un spécialiste de Nietzsche, mais je l'ai caché pendant très très longtemps. Mes étudiants l'ignoraient.
Et donc, résumé très rapidement, on vous a distribué une petite notice, un petit flyer. Il y en a encore si certains ne l'ont pas eu entre les mains. Ce que j'appelle un peu pompeusement ma bibliographie nietzschéenne, mais en fait, ce n'est pas ma bibliographie, c'est 5% de ma bibliographie. Donc, je vous ai résumé dans ce petit flyer les 9 ouvrages que j'ai consacrés aux philosophes, et puis également les vidéos qui le concernent sur ma chaîne YouTube. Ça permet d'avoir un accès un peu plus agréable, un peu plus ludique à sa philosophie. Alors très rapidement, parce qu'il faudrait passer beaucoup de temps, ma vie commune avec Nietzsche a été beaucoup plus longue que mes vies maritales successives. J'ai vécu un demi-siècle pratiquement avec Nietzsche. Si je compte uniquement les publications, mon aventure avec Nietzsche a commencé il y a 46 ans. C'était en 1978. J'étais professeur de philosophie à Bastia. Et l'inspection générale de philosophie, qui avait été informée, je ne sais pas par quel canal, que je m'intéressais à Nietzsche, je commençais à m'intéresser à Nietzsche, m'a demandé de faire une conférence devant tous les professeurs de l'île de Beauté, à Corté, parce qu'en général c'est là qu'on se réunissait, à mi-chemin de Bastia et d'Ajaccio. Et donc j'ai prononcé une conférence, Le rêve dans la pensée de Nietzsche, et on m'a encouragé à la publier. Je l'ai publié dans la revue de l'enseignement philosophique, donc c'est ce que j'appelle mon entrée sur la scène nietzschéenne. Et donc cet article, Le rêve dans la pensée de Nietzsche, a une place un peu à part dans mes émotions, parce que j'ai un peu donné le là de toutes mes études ultérieures. Voilà. Donc 1978. En 91, j'ai soutenu à Nice ma thèse de doctorat d'État. Je suis un des derniers en France à avoir soutenu une thèse de doctorat d'État. Elle avait été supprimée 8 ans auparavant par le ministre Savary, le ministre de François Mitterrand. On avait jugé que c'était un diplôme exagérément élitiste. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, chacun sa logique. Et donc, je me suis immédiatement inscrit en doctorat d'État quand j'ai appris que ça allait être supprimé, un peu par entêtement, par défi. Je n'avais pas besoin de soutenir une thèse de doctorat d'État, j'avais déjà des classes préparatoires. Je ne comptais pas aller vers l'université, je n'ai jamais fait de demande en ce sens. Et donc, j'ai soutenu cette thèse de doctorat en 1991, Le futur dans l'œuvre de Nietzsche. Et 2 ans plus tard, donc en 1993, j'ai publié, là aussi c'est un livre qui tient une place un peu à part pour moi, mon premier livre. C'était la 3e partie de ma thèse de doctorat, à peine rerailletée, comme on dit dans le jargon, très très légèrement réécrite, mais très très peu. Elle était pratiquement telle quelle, j'avais ajouté une introduction et une petite conclusion. Donc, mon maître Janicot, qui est mort, il n'y a pas de hasard. Vous savez que je ne crois pas au hasard, je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours. Mon maître Janicot est mort sur le chemin Nietzsche, à Aise. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il est tombé, foudroyé par on ne sait pas quoi, AVC, infarctus. On l'a trouvé, sa femme a été prévenue à 2 h du matin. Il allait se baigner sur la plage d'Aise. Il est décédé en remontant chercher sa voiture. Voilà. Donc Janicot m'avait encouragé à publier, non pas la thèse en entier, elle faisait 1000 pages, ça n'aurait pas intéressé un éditeur, mais la dernière partie, sur le retour éternel. Et donc c'est mon premier livre, là aussi qui tient une place à part, L'individu éternel, je crois qu'avoir évoqué ce titre la semaine dernière, l'expérience nietzschéenne de l'éternité. C'est sorti chez Vrin, qui est le grand éditeur philosophique français, et j'ai eu le bonheur de voir ce livre réédité en 2019, donc il y a 5 ans, dans une version inchangée, avec une 4e de couverture un peu différente. Donc après ce premier livre, 93, j'ai publié 8 ouvrages sur Nietzsche, vous les avez dans la petite bibliographie que je vous ai distribuée. Je m'honore, ou je ne sais pas si je dois m'honorer, en tout cas c'est un fait. Je suis le seul interprète français de Nietzsche qui a consacré 9 ouvrages aux philosophes allemands. 9. Même Michel Onfray n'a pas osé faire autant que moi. Hein. Pourtant, il écrit, hein, Michel Onfray. Oh là là, qu'est-ce qu'il écrit bon, non, il n'a pas publié 9 livres. Je suis le seul à avoir publié. Alors, la quantité ne fait pas tout. Hein. Peut-être j'ai publié 9 ouvrages absolument exécrables, mais en tout cas, j'en ai publié 9. Voilà. Donc voilà, ma chère Valérie, mon compagnonnage avec ce philosophe exceptionnel dont je vais essayer ce soir que je vais essayer de vous donner envie de mieux découvrir, de lire, parce qu'il en vaut vraiment la peine, et puis parce que je pense qu'il peut vous aider
hein, coaching de Nietzsche, à mieux vous situer, à mieux vivre, à mieux ressentir le monde autour de vous, la nature, l'histoire. Voilà. C'est un immense philosophe, très caricaturé. Nous allons en parler au début de cet échange, ma chère Valérie. Alors, très justement, je vais reprendre vos derniers mots. Au niveau de la caricature, Nietzsche est sans doute l'un des philosophes les plus caricaturés de tous les temps. Alors, pouvez-vous nous décrire les principaux clichés qui ont longtemps contribué à donner, si je puis dire, et qualifier comme ça, une image erronée de Nietzsche? Alors je crois que vous avez tout à fait raison, ma chère Valérie, c'est par là qu'il faut commencer. Pas question de prétendre comprendre la pensée de Nietzsche si on ne commence pas par se débarrasser, par se défaire des images caricaturales. Et on peut dire, je crois, sans risquer d'être détrompé, c'est vraiment le plus caricaturé de tous les philosophes de tous les temps. À tel point qu'on a eu une image complètement déformée de sa philosophie jusqu'au milieu du XXe siècle, pour les raisons qu'on va examiner dans quelques instants. Et donc je crois que ce malheureux philosophe, il a été monstrueusement dénaturé, et cela empêche un certain nombre de personnes d'avoir envie tout simplement de le découvrir, de le lire. On ne va pas lire un philosophe qui annonce le nazisme, qui est monstrueux dans ses thèses. Non, on n'essaye même pas. Bien. Donc il faut commencer, effectivement, ma chère Valérie, par dénoncer tous les clichés dont Nietzsche a été victime. C'est la condition nécessaire, me semble-t-il, pour tirer le bénéfice de ce que j'appellerai ce soir le coaching de Nietzsche. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. Alors, vous m'avez confié, donc, concernant ces clichés, qu'il y en a, on va dire, 3 principaux, pour faire bref, et parce qu'il faut toujours choisir, dont il a été, peut-être encore aujourd'hui, finalement, encore la victime. Finalement, ces clichés qui interdisent la compréhension de la pensée nietzschéenne. Et ensuite, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez éventuellement, ou nous éclairez sur ses études, son parcours qui a été aussi, de temps en temps, un petit peu évoqué et peut-être mal compris. Alors les deux sont liés, vous avez tout à fait raison. Donc je vais dénoncer, je vais essayer de détruire devant vous les 3 principaux clichés. Ce ne sont pas les seuls, il y en a bien plus que 3. Mais si je devais décortiquer ce soir devant vous tous les clichés dont Nietzsche a été victime, on serait encore là à 3 heures du matin, je serais seul, tout le monde serait parti. J'ai pas envie de m'infliger cette douleur, donc on va rester à ces 3 caricatures principales. Ces 3 caricatures majeures, indispensables à dénoncer pour se lancer dans la lecture de Nietzsche tout simplement. Le premier de ces 3 clichés, et il est lié à ses études, Valérie le disait à l'instant, très justement, Nietzsche serait un philologue au sens du 19e siècle. Au 19e siècle, on appelle philologue dans le monde universitaire ce qu'on appellerait aujourd'hui un professeur de lettres classiques, un spécialiste du latin et du grec. C'est ça, un philologue au 19e siècle. Et donc, effectivement, il ne s'agit pas de le contester, ce serait aberrant. Nietzsche a fait des études de philologie et pas de philosophie. Bien. Il a fait des études de philologie. Alors, pourquoi a-t-il fait des études de philologie ? Ben, paradoxalement, par amour de la philosophie. Pourquoi ? Parce que Nietzsche était, depuis sa jeunesse, depuis ses années de lycée, un passionné, mais le mot est faible, un hyper passionné, un fan absolu de la littérature grecque. Il lisait le grec dans le texte, il lisait Homère, il lisait les philosophes d'avant Socrate et Platon, il lisait Sophocle. Bon. C'est un passionné de la civilisation grecque, un grand passionné de la civilisation grecque. Il n'est pas unique, hein, ils sont nombreux en Allemagne du XIXe siècle à être passionnés par la Grèce. Bien. Et s'il avait fait des études de philosophie, eh bien, on ne lui aurait pas parlé des Grecs. On ne lui aurait pas parlé des Grecs. On lui aurait parlé des philosophes allemands, on lui aurait parlé de Leibniz, de Kant, de Hegel, mais on ne lui aurait pratiquement pas parlé des Grecs. Et donc c'est par amour des Grecs qu'il a fait des études de philologie, et non pas de philosophie. D'où une légende qui a encore répandu. Ce serait un philologue qui serait devenu un peu accidentellement philosophe. On raconte même, c'est une rumeur, c'est une fake news qui continue à circuler, que c'est quand il était professeur de philologie à Bâle qu'il trouve à l'étalage d'un bouquiniste le grand livre, et l'unique livre même, parce qu'il n'en a écrit qu'un, qu'il a remanié toute sa vie, du grand Schopenhauer, on en parlait
tout à l'heure avec un ami ici présent. Donc il lit, il trouve à la devanture du bouquiniste qui était en même temps son logeur, il habitait dans un appartement que lui louait ce bouquiniste, il trouve le livre de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, et la légende veut qu'il soit devenu philosophe à partir de là. Bon, c'est une monstruosité. Bon. Et on en a une preuve absolue, c'est que Nietzsche a écrit à 18 ans, donc bien avant de faire des études de philologie et bien avant de devenir professeur de philologie. Il a écrit à 18 ans, et vous les trouvez édités aux presses universitaires de France, écrits autobiographiques, des petits textes stupéfiants, je crois que je ne vois pas d'autres mots, des petits textes extraordinaires. Bon, quand il m'arrivait d'en parler à mes étudiants, je leur disais, ne lisez pas ces textes de Nietzsche, vous n'oserez plus me remettre une dissertation de philo. Quand vous découvrirez ce que quelqu'un a pu écrire à 18 ans, vous aurez honte. Vous n'allez pas me remettre une disserte nulle. Hein, bon. Après, je l'ai rassuré, bien sûr. Hein, je n'étais pas là pour les... Il m'aime bien, il me le montre aujourd'hui encore. Bien. Donc, Nietzsche est philosophe tout jeune, philosophe de naissance presque. Hein. Mais effectivement, il a fait des études de philologie et il est nommé à 25 ans. J'ai pas... jamais étudié la question, mais il faudrait l'étudier un jour, peut-être si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Il est nommé à 25 ans professeur de philologie à l'université de Bâle, alors qu'il est allemand. Hein, bon. Je crois que c'est un cas presque unique. Être nommé à 25 ans, c'est-à-dire tout jeune, professeur titulaire dans une université étrangère, en Suisse, et la plus prestigieuse des universités de philologie de toute l'Europe. C'est assez extraordinaire. Donc il est nommé professeur de philologie. Et puis au bout de quelques années, il demande la chaire de philosophie. Et puis à son grand désarroi, parce que la vie de Nietzsche est semée de malheurs, d'embûches, c'est un homme qui a beaucoup souffert, nous en reparlerons, eh bien il postule à la chaire de philosophie. Et il n'obtiendra pas cette chaire de philosophie. Ce sera un des grands drames de sa vie. Donc il enseigne la philologie de 1871 à 1878, au moment où il arrête l'enseignement. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Donc Nietzsche, c'est un philosophe, incontestablement, qui a été philosophe beaucoup plus que philologue, qui a étudié la philologie par amour de la philosophie, et qui, je dirais, dès sa jeunesse, s'est passionné pour les grandes questions philosophiques, la question du temps, la question de la nature, la question du devenir. Il pense un peu à la manière des antésocratiques, qui était cher à mon regretté ami Marcel Conche, que j'ai bien connu. Donc voilà qui est Nietzsche. Il est philosophe. Hein. C'est le contraire. C'est pas un philologue devenu par hasard philosophe, c'est un philosophe devenu un peu par hasard philologue de par la situation de l'université de son époque. Voilà le premier cliché, ma chère Valérie, dont il faut se débarrasser. On a affaire à un vrai philosophe avec Nietzsche. Au moins, ça pose le cadre et on va continuer donc sur le deuxième cliché où je me permets de rajouter que finalement, pour vous aider un petit peu à mieux comprendre celui-ci, qu'on n'est jamais trahi que par les siens, complètement. Il me semble. Donc, est-ce celui-là, en particulier ce deuxième cliché, qui entrave le plus la compréhension de la philosophie nietzschéenne? Alors, disons, je dirais, c'est celui qui a entravé le plus. Peut-être que ce cliché est en train très lentement de se dissiper. Je me vante d'y avoir contribué avec quelques autres. Mais ce cliché a fait obstacle pendant un siècle presque à l'approche de la pensée de Nietzsche. Quand j'étais étudiant en philosophie à Nice, à la fin des années 60, on avait une sorte de Bible qui était l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet, en 8 volumes. Certains d'entre vous en ont peut-être eu un jour entre les mains. Donc il y avait un volume entier consacré, il y avait même 2 volumes en fait, consacrés au 19e et au début du 20e siècle. Quand on ouvrait l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet et qu'on cherchait Nietzsche, on trouvait une page pour ce génie absolu de la philosophie. On trouvait une page dans laquelle il était écrit Nietzsche, probablement l'un des philosophes qui a influencé le national-socialisme. Et basta, comme on dit dans la Corse de mes ancêtres. Bon, on ne trouvait rien d'autre. Il fallait être trempé dur, passez-moi l'expression, pour s'intéresser à Nietzsche à la fin des années 60, au début des années 70, parce que voilà ce qu'on disait de Nietzsche dans la grande histoire de la philosophie d'Émile Breillet. J'en veux pas à Émile Breillet, hein. Il reprenait ce que tout le monde disait à l'époque. Et j'ai montré à Valérie l'autre jour, on a une réédition
Alors, vous risquez de penser que je vous raconte des salades, parce que si vous retrouvez aujourd'hui l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet, elle a été modifiée, elle a été complétée, elle a été amendée, et il y a 2 auteurs qui ont complété Émile Breillet, et vous trouvez aujourd'hui 6 ou 7 pages, parce qu'ils n'ont quand même pas osé en écrire 25. Sur Platon, vous avez 100 pages chez Émile Breillet, mais vous trouvez aujourd'hui 6 ou 7 pages. Alors quand je dis aux gens, il y a une page sur Nietzsche dans Émile Breillet, on pense que je raconte des histoires, mais je vous assure que je raconte pas d'histoire. Alors je confirme, je l'ai vu et voilà. Je le jure sur l'hebdo de la C'est Garde. comme ça. Donc, alors, ce cliché, donc Nietzsche, ancêtre du nazisme, philosophe qui annonce, d'une certaine manière, Hitler et le national-socialisme. Ce cliché a sévi au milieu du XXe siècle. Nietzsche serait un philosophe inscrit dans la mouvance wagnérienne, une mouvance antisémite qui effectivement annonce, elle, le nazisme. On sait par exemple que l'ouverture du Rienzi de Wagner était illustrait le début de tous les meetings du Parti national-socialiste et qu'Hitler avait une véritable fascination pour Richard Wagner. Alors d'où vient ce contresens? Il y a 2 sources, une petite et une grosse source. La petite source, c'est qu'effectivement, quand Nietzsche est nommé à Bâle professeur de philologie en 1871, il apprend que Richard Wagner habite tout près du lac de Tribschen. Wagner s'est installé à quelques kilomètres de Bâle. Et Nietzsche, qui avait rencontré une seule fois Wagner en Allemagne, lui rend visite par courtoisie. Ce sont 2 Allemands qui vivent en Suisse. Et Wagner va d'une certaine manière, je dirais, manipuler le jeune Nietzsche, même si les choses ne sont pas aussi simples que je le dis maintenant. Mais il va accueillir Nietzsche à bras ouverts, à tel point que Nietzsche va passer le Noël 1871, la première année où il est à Bâle, chez les Wagner. Wagner lui installe une chambre, il se rend régulièrement, et Nietzsche a toutes les raisons de voir Wagner. D'abord, il est fasciné par le personnage, et c'est vrai que Wagner avait une aura assez fabuleuse, d'après tous ceux qui l'ont approché, mais surtout, il tombe follement amoureux de Cosima, la femme de Wagner, la jeune épouse de Wagner, Cosima Liszt, qui est la fille du grand musicien Liszt. Et il est difficile de savoir s'il se rend chez Wagner par amour pour Wagner ou par amour pour Cosima, sans doute un petit peu les 2. Et Wagner va le pousser à écrire un premier livre qui va justement coller une étiquette dont Nietzsche va avoir le plus grand mal à se défaire jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement, de sa vie lucide. C'est la naissance de la tragédie. Wagner pousse Nietzsche à écrire ce livre. On est en 1872. L'Allemagne vient de faire son unité. Le premier Reich a surgi sur la scène de l'histoire. Jusque-là, l'Allemagne, c'était une poussière de petits États. Donc l'Allemagne était très jalouse de la France, de la Révolution. Elle avait subi les guerres napoléoniennes. Donc les choses se passent de cette façon-là. Et donc Nietzsche va écrire ce livre qui contient, je dirais, presque autant de Wagner que de Nietzsche. Et ce livre, il va être diffusé. C'est le seul livre de Nietzsche qui a eu du succès de son vivant. Le seul. Parce que Wagner le fait circuler dans les cercles wagnériens. Wagner est une star européenne à l'époque. Et donc, c'est la première source de ce contresens. Et je signale quand même quelque chose qui est assez frappant. 16 ans après, en 1888, date importante, dernière année où Nietzsche publie des livres. Ensuite, il s'écroule. Tout le monde connaît l'anecdote. Dans une rue de Turin, il saute au cou d'un cheval. Il faut se méfier des gens qui parlent à l'oreille des chevaux. Il voit un cocher fouetter un cheval. Il est plein de compassion pour le cheval. Il va enlacer le cheval. Il s'écroule, on le ramène. Et il ne se relèvera plus. Il entre dans un état végétatif, une atteinte cérébrale très certainement. Très certainement, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Bien. Et donc, en 1888, c'est la dernière année de lucidité de Friedrich Nietzsche. Il écrit 5 ouvrages, c'est fascinant. Donc, avant de s'effondrer, il écrit 5 bouquins. Il n'a jamais publié autant de toute sa vie. Et sur ces 5 ouvrages, vous en avez 2 consacrés à Wagner. 2 sur 5. Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner.
Pourquoi 2 livres sur Wagner en 1888? Ben, c'est transparent. Nietzsche ne sait plus quoi faire, le malheureux Friedrich, pour se débarrasser de cette étiquette de wagnérien antisémite, assez raciste, qu'on lui a collé sur le front. Il ne sait plus quoi faire pour se défaire. Et puis la seconde responsable de cette caricature, c'est l'horrible, pardonnez-moi, je suis obligé de parler comme ça, vraiment je ne l'aime pas du tout, hein, l'horrible Elisabeth, la monstrueuse Elisabeth. Elisabeth Förster Nietzsche. Pourquoi Förster? Parce qu'elle a épousé un officier prussien et, comme on dirait aujourd'hui, dans notre langage un peu populaire, c'est quand même assez fort de café. Elle épouse Förster et immédiatement, l'année suivante, ou 2 ans après, elle va fonder au Paraguay, en 1886, la Nueva Germania, une colonie de race pure. On est en 1886. La Nueva Germania. Vous avez un très beau livre qui est sorti sur le sujet il y a quelques années, une étude très très remarquable. Donc quand Nietzsche entre dans cet état végétatif et pratiquement comateux, elle va tout faire pour faire de son frère le philosophe de cette mouvance qui prépare l'arrivée au pouvoir du national-socialisme. Nietzsche meurt en 1900, et en 1901, elle a attendu qu'il soit mort quand même, elle a eu au moins cette délicatesse, elle publie un livre signé Nietzsche, le plus grand faux de l'histoire de la philosophie. J'envoie des lettres d'insultes aux éditeurs qui continuent à publier cette horreur, la volonté de puissance. La volonté de puissance n'est pas un livre de Nietzsche, c'est un livre d'Elisabeth Förster Nietzsche. Elle est allée chercher dans les cahiers de son frère toutes les phrases qui lui semblaient compatibles avec cette idéologie antisémite, national-socialiste, enfin ce qui était l'ancêtre du national-socialisme. Et donc elle publie La volonté de puissance. Et finalement, les nazis n'ont jamais cité que 2 mots, 2 termes venant de Nietzsche, volonté de puissance, qu'ils ont pris pour volonté de domination, alors que c'est vraiment pas du tout ça. Et puis, ils ont retenu le terme surhomme, ou Übermensch. Le surhomme, ben, c'est le Waffen-SS, hein, c'est la brute blonde. Voilà. Donc, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas lu. Alors, je vais vous proposer un petit pari, comme j'avais fait, je crois, la semaine dernière, ma chère Valérie. Je vais proposer une triple ration de rosé à celui qui répond à la question suivante. Triple ration. Mon épouse sera là pour le servir ou la servir. Nietzsche est un philosophe qui n'aime pas l'Allemagne. Il a sans doute tort, parce que c'est un grand pays, une belle culture. Il n'aime pas l'Allemagne. Il l'a fui toute sa vie. Il a fui l'Allemagne pour l'Italie, pour Nice. Bon. En 1888, dernière année où il écrit des textes, je l'ai signalé déjà, dans Nietzsche contre Wagner, il écrit « Les Allemands eux-mêmes n'ont pas d'avenir ». Les Allemands n'ont pas d'avenir. Ils n'aiment pas l'Allemagne. Il exècre les antisémites. Or, Wagner est quand même assez costaud sur le plan de l'antisémitisme. Il les déteste tellement, ces antisémites, qu'il crée un adjectif. Il dit « Je suis anti-antisémite ». Et quand il apprend que son éditeur, qui était l'éditeur de Wagner, celui grâce auquel il a vendu quelques bouquins au début de sa carrière, a publié un catéchisme antisémite, il retire tous ses livres, tous ses manuscrits de chez cet éditeur. Résultat des courses, il ne va plus rien vendre jusqu'à la fin de ses jours. Hein, bon. Parce qu'il est antisémite, il n'a plus rien vendu jusqu'à la fin de sa vie lucide. Donc, il n'aime pas l'Allemagne. Il exègre les antisémites. Il n'aime pas l'armée. Depuis sa malheureuse expérience de la guerre de 70, Wagner le pousse à s'engager dans cette guerre. Or, il ne peut pas parce qu'il a adopté la nationalité suisse. Il n'a pas le droit de s'engager comme militaire, alors il s'engage comme infirmier. Il faut voir les lettres qu'il écrit à sa mère, à sa famille, à sa sœur. Il est absolument écœuré par ce qu'il voit, par l'armée, par la nullité du PIDAS allemand. Bon,
Et c'est vrai que j'aurais pu écrire la même chose après mon service militaire sur la nullité du bidas français. Bon, enfin, quiconque se souvient de son service militaire a compris qu'il n'était pas entouré de prix Nobel quand il a fait son service militaire. Vous avez encore le temps de le faire. Oui, un peu encore. Bon. Donc, voilà un homme qui n'aime pas l'Allemagne. Voilà un homme qui déteste les antisémites, qui n'aime pas l'armée, qui déteste l'État. Il nous a laissé une formule magnifique. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Alors, question qui peut vous mériter tout à l'heure 3 sublimes verres de rosé. Comment un philosophe qui n'aime pas l'Allemagne, qui déteste les antisémites, qui n'aime pas l'armée, qui n'aime pas l'État, peut-il être un ancêtre du nazisme? Celui qui répond a droit à une triple ration de rosé. Si les nazis avaient lu Nietzsche, ils auraient brûlé ses œuvres en place publique, comme ils ont brûlé tant d'œuvres dans leurs tristes autodafés. Voilà le second cliché, chère Valérie. Nous sommes de mieux en mieux éclairés, si j'ose dire, ça tombe bien parce que la nuit arrive aussi. Voilà. Ça, c'était aussi cadeau. Alors, nous arrivons petit à petit vers le 3e cliché, qui est aussi, je dirais, très particulier, en ce sens qu'il semble diviser les commentateurs de Nietzsche en 2 groupes. D'une part, et d'autre part, notre invité serait-il aussi victime finalement de son anticipation, comme vous l'avez déjà dit, il me semble, dans une de vos conférences? Alors merci pour cette belle question. Effectivement, 3e cliché, le plus résistant peut-être, celui qui a du mal à disparaître, à être détruit. Nietzsche est un philosophe chaotique, plein de contradictions. Je vais commencer mon propos sur cette thématique par une petite anecdote. Il y a 20 ans environ, ou un peu plus, ou un peu moins, je n'ai pas trop le sens du temps, c'est peut-être pour ça que j'essaye de ne pas vieillir trop vite, je lis dans... ça marche pas trop mal. Je lis dans le Figaro littéraire un bel article, c'était un bel article, de Claude Janoux, qui était un très bon chroniqueur, sur Nietzsche. C'était un gros article, c'était 3/4 de page. Et Janoux termine par cette formule: il est vrai que Nietzsche dit tout et le contraire de tout. Je saute au plafond, je me précipite sur mon ordinateur et je tape ce que je crois être une magnifique lettre à Claude Janoux en lui disant: bon, votre article est tout à fait intéressant, vous dites des choses très, très justes, très sensées, très pertinentes sur Nietzsche, mais je n'accepte pas votre dernière phrase, Nietzsche dit tout et le contraire de tout. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu une belle réponse de Claude Janoux, je ne pense pas qu'il répondait à tous ceux qui l'interpellaient, où je garde précieusement cette lettre dans mes archives. Claude Janoux me dit: cher Granarolo, vous avez raison. Alors, on ne se connaissait pas à l'époque, uniquement par lettre. J'ai eu tort d'écrire cette phrase. Il est faux de dire que Nietzsche dit tout et le contraire de tout. Alors, cette légende, elle vient du fait que Nietzsche a écrit des textes un petit peu morcelés, ce qu'on appelle des aphorismes, qui sont des recueils de petits paragraphes, et qu'il faut situer ces paragraphes dans la perspective. C'est pour ça qu'on parle parfois de perspectivisme à propos de Nietzsche. Donc Nietzsche est un philosophe faussement facile. Pourquoi faussement facile? Parce que ça se lit bien, Nietzsche. Bon. Quand vous lisez Kant, vous lisez 3 pages de la critique de la raison pure. D'abord, vous risquez d'arriver aux urgences de Brunet, et vous comprenez que vous ne comprenez rien. Si vous lisez Hegel, vous comprenez que vous ne comprenez rien, sauf si vous avez fait un grec de philo, et encore, ce n'est pas garanti. Mais quand vous lisez Nietzsche, vous avez l'impression de tout comprendre, il n'y a pas de jargon, il s'exprime dans le langage de tous les jours, on croit qu'on comprend tout. Donc Nietzsche dit dans la préface de la généalogie de la morale: je veux de bons lecteurs, je veux des ruminants, dit-il, des ruminants. C'est vrai, c'est le seul point sur lequel je ne me sens pas très en harmonie avec lui. Il y a beaucoup de métaphores bovines chez les Allemands, mais enfin, chacun fait ce qu'il peut. Bon. Donc je veux des ruminants. Bien. Alors il y a eu parmi les interprètes de Nietzsche, je dirais, 2 catégories et demie, 2 catégories et un quart. Il y a une première catégorie de lecteurs qui sont les plus nombreux, très à la mode dans les années 60, Gilles Deleuze, quelques autres, qui font, je dirais, leur marché chez Nietzsche. Beaucoup de profs de philo qui font ça. Ils se rendent compte qu'il y a des contradictions apparentes, je dis bien apparentes, chez Nietzsche. Alors ils vont sélectionner certains textes, ils vont en censurer d'autres, ils censurent les 3/4 de l'œuvre, ils retiennent le quart qui l'intéresse et ils écrivent des bouquins sur les quelques textes qui les ont intéressés. Première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie
de philosophes, d'interprètes, qui essayent de prendre en compte la totalité de l'œuvre, mais qui se rendent compte du même coup que si on prend effectivement en compte la totalité de l'œuvre, ben c'est difficile de maintenir l'idée d'une philosophie cohérente. On a l'impression d'un philosophe éclaté qui se contredit. C'est le cas de l'allemand Karl Jaspers, par exemple, qui, si vous lisez le Nietzsche de Jaspers, qui est lisible, hein, qui n'est pas une horreur, mais Jaspers passe son temps à dire « Regardez, Nietzsche dit ça alors qu'il a dit le contraire 10 ans avant », mais Jaspers ne se rend pas compte qu'il a dit le contraire dans un autre contexte et dans une autre perspective. Et donc vous avez une troisième catégorie, très peu nombreuse, à laquelle je me flatte d'appartenir, d'interprètes de Nietzsche qui essayent de prendre la totalité de l'œuvre en compte, sans rien censurer, sans rien occulter, même les textes qui semblent les plus gênants, et il y en a des textes qui semblent gênants chez Nietzsche, et qui essayent de montrer la cohérence de cette philosophie à travers son unité. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, je vous disais tout à l'heure, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 1991. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'à quelques jours près, un autre commentateur, qui est l'un des rares que je respecte profondément, qui s'appelle Patrick Voeteling, qui a fait sa carrière de professeur de philosophie à la faculté des lettres de Reims. Patrick Voeteling avait lui aussi soutenu, presque à la même époque que moi, sa thèse de doctorat en philosophie. Et il a publié un très beau livre qui s'appelle « Nietzsche et le problème de la civilisation ». Voilà. Donc cette troisième catégorie très peu nombreuse d'interprètes de Nietzsche, dont Patrick Voeteling fait partie, dont je m'honore de faire partie, ce sont des interprètes qui ne censurent rien, qui n'éliminent rien, qui prennent en compte la totalité de l'œuvre et qui essayent de trouver une perspective. Alors, la perspective de Voeteling, c'est la civilisation, d'où le titre qu'il a extrait de sa thèse, Nietzsche et le problème de la civilisation. Moi, la perspective que j'ai trouvée, c'est la futurologie. C'est comme ça que j'ai publié un livre qui s'appelle Nietzsche, 5 scénarios pour le futur. Vous le trouvez dans ma bibliographie. Pour moi, Nietzsche est le premier des futurologues. Qu'est-ce que c'est qu'un futurologue? C'est quelqu'un qui essaye rationnellement de décrire des scénarios, des futurs possibles, ce que Bertrand de Jouvenel, que j'aimais beaucoup, appelait des futuribles. Un futur qui peut arriver, mais qui peut aussi ne pas arriver. Et je prends l'exemple suivant, quand je veux me faire comprendre sur le sujet. Imaginez un futurologue américain, parce que malheureusement, depuis la disparition de Bertrand de Jouvenel, ils sont presque tous américains. Donc imaginez un futurologue américain qui, en 2024, publie un livre sur l'année 2100 sur la planète Terre. D'accord? Il décrit l'apocalypse. C'est impossible. Il décrit un univers épouvantable, une nature saccagée, des guerres partout, la pollution généralisée, des pandémies monstrueuses. Bon, on tremble, on ferme le livre en disant « Quelle horreur !» C'est ça, le début du 22e siècle. Et puis, dans 5 ans, en 2029, ce même futurologue écrit un autre livre où il décrit l'année 2100 comme paradisiaque. On a réglé tous les problèmes, on a réglé le problème de la pollution, on a réglé toutes les questions écologiques, on arrive à soigner toutes les maladies, on vit dans un paradis sur Terre. Est-ce que ce futurologue se contredit? Ben, bien sûr que non. Il ne se contredit pas du tout. Il vous présente deux possibles. Si vous êtes un peu rationnel, un peu sensé, vous allez tous dire « j'aimerais bien que ce soit le deuxième futur qui arrive et pas le premier ». Ou alors vous êtes maso. Bon, on a le droit d'être maso. Hein. Bon, on a tous les droits en philosophie. Mais voilà, il ne se contredit pas. Il décrit deux possibles, il ne se contredit pas. Ben, Nietzsche, pour moi, c'est un futurologue. Toutes les contradictions. Et je faisais... un pari, bon, vous voyez, j'ai fait un pari sur le vin rosé, je faisais des paris plus risqués avec mes étudiants pendant très longtemps. Je disais à mes étudiants de Cannes, de classe prépa, celui d'entre vous ou celle d'entre vous qui me met sous les yeux une contradiction de Nietzsche a droit à une caisse de champagne millésimée. Je ne suis pas malade, hein. Si je fais un pari, c'est que je le gagne. Hein. Je n'ai pas les moyens de faire des paris perdants. Hein. Bon, personne ne m'a jamais amené une contradiction. Personne, chaque fois que vous me mettez sous les yeux une soi-disant contradiction, j'avais beau jeu de leur montrer qu'il n'y avait pas de contradiction du tout. Que Nietzsche était en train de décrire un futur, et puis ensuite un futur différent. Et
on est dans ces scénarios de la philosophie de Nietzsche. Voilà, Nietzsche est un futurologue pour moi, c'est une évidence, et c'est pour ça que je peux prendre en compte la totalité de l'œuvre sans découvrir de soi-disant contradictions. Voilà, ma chère Valérie. Merci d'avoir répondu à ces questions, finalement. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, mon cher Philippe, puisque vous êtes vigoureux et jeune, à ce que je vois. Le temps n'a pas de prise sur vous. De moins en moins chaque année. Ça ne se voit pas. En tout cas, je n'ai rien vu, hein, que ce soit la caméra ou... ni rien vu, ni rien entendu de nos amis et de ce cher public. Dès sa première œuvre publiée, notamment La naissance de la tragédie en 1872, Nietzsche critique sévèrement ce qu'il qualifie d'homme théorique, entre guillemets. Tout à fait. Il veut renouer avec la dimension pratique de la philosophie grecque. N'est-il pas en cela le plus contemporain, finalement, de tous nos philosophes? Alors, je ne peux répondre que oui. Nietzsche préférait de très loin, je l'ai dit tout à l'heure, les philosophes d'avant Socrate. Il en veut beaucoup à Socrate et Platon, d'avoir dénaturé, selon lui, c'est ce que pensait exactement aussi mon ami Marcel Conche, la philosophie grecque, une philosophie qui était une philosophie, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'existentielle aujourd'hui. Des philosophes qui voulaient nous amener à mieux vivre, à vivre en harmonie avec la nature, vivre selon la nature. On a vu cette maxime chez les stoïciens, il y a 15 jours, c'était la grande maxime des penseurs grecs. Et puis cette maxime, petit à petit, elle disparaît. Et on a des grandes recherches théoriques très complexes, des grands systèmes métaphysiques. On a Platon, on a Aristote. Et puis à la fin de la civilisation grecque, je vous le disais il y a 15 jours, on voit apparaître les épicuriens, les stoïciens. On revient à une philosophie pratique. Et on a eu un peu la même évolution en France. Depuis 20 ou 30 ans en France, on voit apparaître des philosophes qui sont beaucoup moins des théoriciens qui écrivent des choses très compliquées qu'on ne comprend pas, que des philosophes qui essayent de nous parler un langage que l'on comprend, qui essayent de nous éclairer, qui essayent de s'adresser à tous. Je pense à Comte Sponville, par exemple, à quelques autres. C'était le cas de mon ami Marcel Conche. Eh bien, ces types de philosophes, c'est la catégorie à laquelle appartient Nietzsche. Et il faut, pour tirer tout le profit de l'œuvre de Nietzsche, se rendre compte qu'il veut nous amener un peu à la manière de Spinoza vers la sagesse, vers la sérénité, mais que pour ça, il faut identifier, on est dans une démarche qui n'est pas tellement éloignée du bouddhisme finalement, il faut identifier les sources de la souffrance. Pourquoi souffre-t-on? C'est comme ça que Bouddha commence ses pérégrinations. L'homme souffre, l'homme est malheureux, c'est un constat que ont fait les philosophes grecs et qu'a fait Bouddha à peu près à la même époque. Alors, quelles sont les sources de cette souffrance? Il y en a 4 principales, on va les parcourir rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, et on pourra approfondir ça dans notre échange tout à l'heure. Les 4 grandes sources de la souffrance sont premièrement le mauvais usage que nous faisons de notre conscience. On se sert mal de cet outil extraordinaire qui s'appelle la conscience, et on verra tout à l'heure pourquoi. Deuxièmement, le regard que nous portons sur nous-mêmes. C'est un regard qui est source de frustration. Le regard que nous portons sur les autres. Et enfin, notre incapacité à nous émerveiller. Alors, chère Valérie, on va essayer de parcourir très vite ensemble ces 4 sources de la souffrance. Donc, je me hâte, je me dépêche, je me presse. Très bien. Donc, concernant... Pas trop quand même. Non, pas trop. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. La première des 4 sources de la souffrance, que vous venez donc d'évoquer, selon vous, le mauvais usage de notre conscience. Ça nous est tous arrivé, oh là là, pourquoi et ça arrive encore, cela m'est arrivé. Même Robespierre l'a dit une fois d'ailleurs, mais vous perdez la tête. Donc je vous pose la question suivante, mon cher Philippe. L'homme doit-il regretter d'être devenu conscient finalement? Alors on aurait pu mettre ça tout à l'heure dans les clichés, dans les caricatures. Oui, c'est vrai que Nietzsche, si on le lit et si on est un lecteur pressé, peut sembler contradictoire. Il est souvent très critique par rapport à la conscience. Mais qu'est-ce qu'il critique quand il dénonce la conscience? Il dénonce, nous allons le voir, le mauvais usage que nous faisons de cet outil extraordinaire. Il s'agit en aucune façon de revenir en deçà de la conscience. Et là, j'ai un grand regret dans ma vie de philosophe. Je regrette sincèrement et profondément que Nietzsche n'ait pas lu Jean-Jacques Rousseau. Je suis sûr que si Nietzsche avait lu Rousseau, il aurait aimé quantité de thématiques rousseauiste. Mais il connaît Rousseau à travers la caricature de Voltaire. Il ne connaît rien de Rousseau. Or, Rousseau était victime exactement de la même caricature que Nietzsche. Quand Rousseau parle de l'état de nature, Voltaire répond « Monsieur Rousseau ». Alors on dit parfois qu'il est parano, le pauvre Rousseau. Mais imaginez
Imaginez Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophe qui reçoit un philosophe et qui lui dit ce qu'a dit Rousseau au XVIIIe siècle. « Monsieur, il me prend envie de marcher à quatre pattes quand je lis votre livre. » D'accord? Pas besoin d'être parano pour péter les plombs. Hein? Bon. Pas besoin d'être parano. Donc Rousseau était victime de la même caricature. Hein? Rousseau ne veut pas nous ramener à quatre pattes. Il le dit noir sur blanc dans quantité d'œuvres. Nietzsche, pas davantage. Alors, ce qu'il dénonce, c'est le mauvais usage de la conscience. Principalement deux. Je vais aller très vite, parce que, encore une fois, l'heure tourne, et on va essayer d'aller rapidement vers nos échanges. Premier usage, l'obsession du sens, l'obsession du pourquoi. Je vous cite le Gai Savoir, premier paragraphe. C'est intéressant, les premiers paragraphes chez Nietzsche. Je vous invite à les regarder de près. Nietzsche écrivait, remplissait des cahiers. Il avait des maux de tête épouvantables, il était presque aveugle par moments, donc il se promenait, il marchait, quelqu'un qui a marché 5 à 6 heures par jour toute sa vie, et puis il rentrait, parce qu'il pouvait rester très 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 longtemps en position assise, et il noircissait des cahiers avec toutes les idées. C'est quelqu'un qui nous dit que les grandes idées ne peuvent venir qu'en marchant. Et il noircissait des cahiers, ces cahiers sur lesquels Elisabeth est allée fouiner pour essayer de trouver la matière de la soi-disant volonté de puissance de Nietzsche, qui n'est pas de Nietzsche. Donc, quand Nietzsche va sélectionner dans ses cahiers les paragraphes d'un futur livre, par exemple le Gai Savoir, vous vous doutez bien que s'il choisit un petit paragraphe pour en faire le premier paragraphe de son livre, c'est qu'il lui accorde une grande importance. Voilà ce que vous trouvez dans le premier paragraphe du Gai Savoir. L'homme est devenu peu à peu un animal fantasque, qui, plus que tout autre animal, se trouve devoir satisfaire à une nécessité vitale. Il faut que de temps en temps, l'homme croit savoir pourquoi il existe. Pourquoi il existe. Son espèce ne saurait prospérer sans une confiance périodique dans la vie. Alors pourquoi c'est un mauvais usage? Il y a deux réponses très simples. Premièrement, parce que personne n'a jamais répondu à cette question, et c'est pas demain la veille. Je ne sais pas, moi, pourquoi j'existe, et je pense que vous non plus, sinon je vous guérirai tout à l'heure dans le débat. Et deuxièmement, une fois que toutes les constructions fallacieuses qu'on a opérées, qu'on a bâties pour répondre à cette question, pourquoi sommes-nous là, pourquoi la vie, donc les réponses religieuses, les réponses métaphysiques, ce que Nietzsche appelle avec beaucoup de mépris les arrière-mondes, hein, tous ces châteaux de cartes qu'on a construits, ils dégringolent. C'est ce que Nietzsche appellera le nihilisme. Donc si vous voulez savoir pourquoi vous existez, et qu'on vous démontre que toutes les raisons que vous avez trouvées ou que vous croyez avoir trouvées ne valent rien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes désespéré, vous sombrez dans la déprime, dans la noirceur, c'est ce qu'il appelle le nihilisme, et vous arrivez à cette idée de la généalogie de la morale, plutôt vouloir le rien que de ne rien vouloir. Il vous reste une échappatoire, détruire, détruire, détruire. Hein? Ça se porte bien aujourd'hui la destruction, non? Bon, c'était pas mal l'autre jour à La Rochelle, non? Bien. Détruire, détruire. Seule la connaissance peut nous aider à trouver des embryons de réponse. Donc premier mauvais usage, l'obsession du sens. Soyons modestes au niveau du sens. Deuxièmement, l'angoisse de la mort. Alors l'homme, c'est l'animal qui sait qu'il doit mourir. C'est la formule magnifique d'André Malraux qu'on cite très souvent. Bien. Ce savoir de la mort nous anéantit bien souvent. Et Pascal montre comment, Pascal que Nietzsche considère comme son ancêtre, hein, ça peut paraître curieux, le philosophe du Paris, Nietzsche dit c'est mon ancêtre, lui qui annonce la mort de Dieu. Bon, ça peut paraître étonnant si on a mal lu Nietzsche et Pascal. Donc, Pascal appelle ça le divertissement. Comme nous sommes angoissés par la mort, nous nous divertissons. Nous cherchons des échappatoires, nous nous occupons, nous nous agitons de mille façons. Pascal, c'est un penseur un peu obsessionnel, hein, qui considère finalement que nous avons une seule pensée tout au long de notre vie, nous allons mourir. Hein, bon. Et que nous passons notre vie à camoufler cette perspective. C'est ça, Pascal, hein, je résume, mais c'est à peu près ça, Pascal. Bien. Or, Nietzsche nous répond quoi? Il nous répond que nous mourrons tout au long de notre vie. Toute métamorphose fait mourir quelque chose en nous. Hein? L'enfant que j'ai été, l'enfant que vous avez été, je ne vois pas d'enfant dans l'assistance, cet enfant que vous avez été est mort.
L'adolescent que j'ai été est mort. L'homme de 40 ans que j'ai été est mort. Finalement, nous mourrons un petit peu chaque jour. On meurt chaque jour. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelle à tort la mort? Ben, c'est une métamorphose supplémentaire qui a une originalité, c'est que on peut penser qu'après l'enfance, il y a l'adolescence. Encore qu'il y a des enfants qui meurent et qui ne deviendront jamais adolescents. Hein. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On retrouve ici les stoïciens et la sagesse stoïcienne. Mais en tout cas, on croit savoir qu'après l'enfance, il y a l'adolescence, qu'après l'adolescence, il y a l'âge mûr. Qu'y a-t-il après la mort? Ben, on n'en sait rien. Hein. Personne n'en sait rien, personne n'en a jamais rien su. Bien. Donc c'est une métamorphose supplémentaire qui s'ajoute à une longue liste de métamorphoses. Nous mourrons tout au long de notre vie. Et Nietzsche finit par écrire cette phrase assez extraordinaire. C'est dans ses cahiers, ces phrases qu'il aurait pu reprendre dans un livre qu'il n'a pas repris. Je vous lis cette phrase. « Être libéré de la vie et redevenir nature inanimée pourrait être ressenti comme une fête chez celui qui consent à mourir. » C'est fort ça quand même, hein, une fête. Chic, je vais mourir. La matière de mon corps va rejoindre l'immense nature, l'immense univers, se disperser dans les galaxies. Nous avons été poussière d'étoiles, nous redeviendrons poussière d'étoiles. Quel bonheur, quelle joie, ce devenir qui va me ramener à mon état initial de poussière d'étoiles. Il faut peut-être être un peu surhumain, pour employer le jargon nietzschéen, pour avoir cette pensée, mais pourquoi pas après tout. Bien. Donc voilà la première source de la souffrance, hein, que je vous ai rapidement décrit. On va poursuivre, Valérie, avec les autres, bien sûr. Alors, ce qu'il y a après la mort, personne ne le sait, moi la première. En revanche, la deuxième source de la souffrance est, selon vous, le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et grâce justement à ces agoras de l'été, j'ai parfois une relation particulière avec certains qui ne sont plus là. Donc, sur ce regard que nous portons sur nous-mêmes, j'ai interrogé Cyrano de Bergerac, qui m'a répondu « à vue de nez, bien ». Mais j'ai envie de vous dire, merci, bravo. Que voulez-vous dire par là exactement, finalement? Alors, qu'est-ce que c'est ce regard? Ce mauvais regard, ce regard maladif qui peut nous égarer. Comment nous égarons-nous de cette façon-là? Ben, il y a une première façon de s'égarer, c'est que en nous regardant nous-mêmes, on finit par croire que tout le mal, toute la souffrance que nous éprouvons vient de l'extérieur. C'est dehors qu'est la source. Et Nietzsche, il est l'héritier des stoïciens, dont nous avons parlé il y a 15 jours. Penser que les autres sont la cause de nos malheurs, ça nous rend vindicatifs, ça nous rend aigris, ça nous rend malheureux. Et donc, il faut apprendre à se percevoir soi-même comme la cause principale et presque unique de nos malheurs. Reprendre la main, pour employer une expression un peu triviale. Première modalité du regard sur soi. Deuxième modalité, ce que j'appellerais le stupide besoin de perfection. On veut atteindre la perfection. On se reproche de ne pas être parfait, de ne pas tout réussir, de ne pas être capable de tout. Et là encore, nous accusons les autres. C'est la faute des autres si je n'atteins pas la perfection. Or, la perfection, c'est un fantasme dangereux. Toute vie humaine est faite de réussir et d'échecs. Et il existe une très grande utilité de l'échec. Je cite Freud, par lequel j'avais terminé mes agoras l'an dernier, sur cette même esplanade. « Je remercie la vie car rien ne m'a été facile », écrit Sigmund Freud. Très belle formule. Et troisième modalité, la crainte de la solitude. Alors la solitude, évidemment, elle peut être douloureuse, mais il existe une bonne solitude. Hein. Le besoin de reprendre contact avec soi, le besoin de sortir du divertissement. Pascal, encore lui, que Nietzsche aime énormément, nous dit que le malheur des hommes a une seule cause, c'est de ne pas savoir demeurer dans une chambre, sans devenir déprimé. Donc il ne s'agit pas de cultiver la solitude, mais il s'agit de savoir se ménager des moments avec soi pour seule compagnie, d'apprendre à regarder en soi, d'apprendre à éteindre ce dialogue, ce murmure, ce bavardage ininterrompu. Ça s'appelle la méditation en langage bouddhiste, hein, faire taire ce bruissement continu qui nous empêche de savoir qui nous sommes vraiment. Eh bien, c'est un petit peu cela aussi, la façon de surmonter le mauvais regard sur les autres. Alors après le regard sur nous-mêmes, donc sur le regard que nous portons sur les autres, cette troisième souffrance finalement, qui est très actuelle aussi.
très actuelle. Alors je vais aller très vite puisque je vois. Voilà, pourriez-vous nous dire pourquoi elle nous gâche aussi notre existence? On va accélérer le moment. Notre regard sur les autres va de pair avec les fâcheuses habitudes qui empoisonnent au fond notre vie. Première fâcheuse habitude, ce que j'appellerais, c'est peut-être la plus importante, l'obsession des comparaisons. L'obsession des comparaisons. Il s'agit de se défaire de toutes les comparaisons qui sont des véritables maladies de l'âme. Parce que les comparaisons avec autrui, elles engendrent presque inévitablement un sentiment d'échec, une frustration, une envie, une jalousie. Nous devons comprendre, c'est un impératif absolu, que nous sommes uniques, et donc incomparables, puisqu'uniques. Alors il y a des formules de Nietzsche qui ont été très mal comprises. Je vous cite celle-là, toujours dans Le Gai Savoir, qui est peut-être un des meilleurs livres de Nietzsche. Quant à nous autres, nous voulons devenir ceux que nous sommes, les nouveaux, les uniques, les incomparables, ceux qui sont leurs propres législateurs, ceux qui sont leurs propres créateurs. Alors comment on lit généralement ce type de formule? Nietzsche, c'est un élitiste forcené, pour lui il y a les surhommes et puis il y a le bas peuple, complètement inintéressant. Pas du tout, contresens complet. Nous sommes tous les uniques et les incomparables, tous. Nietzsche s'est donné comme devise, quand il était encore adolescent, il l'a écrit sur ses cahiers, la formule du poète grec Pindare, « Deviens celui que tu es ». Deviens celui que tu es. Deviens l'unique que tu es. Nous sommes tous des individus uniques. La nature a mis en nous, en chacun de nous, quelque chose qu'elle n'a pas mis dans les autres, parce que nous sommes le résultat d'une immense histoire biologique, physique, astrophysique. Et donc, deviens celui que tu es. Voilà la première catastrophe, les comparaisons. La seconde, c'est le ressentiment, l'esprit de vengeance. On en a déjà parlé, je vais très vite, le symbole en est l'araignée, chez Nietzsche, symbole de l'esprit de vengeance. Et la troisième, c'est les auto-limitations que nous nous imposons, justement parce que nous sommes dans ces comparaisons et que nous voulons devenir ce que nous ne sommes pas, nous nous limitons, nous empêchons nous-mêmes, nous avons peur au fond. L'homme, c'est l'animal qui a peur de ses propres possibilités. Nietzsche accorde un statut considérable à la peur. J'ai peur de ce que je pourrais être. C'est si facile de rentrer dans le moule, de faire des comparaisons et d'essayer de faire comme tout le monde. C'est si difficile de devenir soi, et pourtant c'est la seule issue, c'est cela seul qui peut nous amener à l'épanouissement et à la sérénité. Donc, les autolimitations. Je lis encore Le Gai Savoir. C'est de là que vient le fait qu'il se trouve si peu de noblesse parmi les hommes. Noblesse dont la caractéristique sera toujours de ne point avoir crainte de soi-même, de ne rien attendre de honteux de soi, de voler sans scrupule vers où nous entraîne notre élan, nous autres oiseaux nés libres, où que nous porte notre vol, ce sera toujours au sein d'un espace libre et ensoleillé. Alors là encore, facile de sombrer dans le contresens et de dire « mais c'est terriblement dangereux ce que dit Nietzsche, s'il faut aller dans le sens de notre élan, eh bien alors on va dire au serial killer, vas-y, continue à tuer, c'est ta nature ». Bien sûr que non, parce que effectivement le serial killer est dans le ressentiment, et dans l'ignorance au fond de lui-même, et dans l'ignorance de ce qu'il pourrait devenir s'il ne vivait pas dans la haine et dans l'instinct de destruction. Donc celui qui a découvert qui il était ne risque rien à laisser se développer sa nature, ses penchants, ses désirs. Il ne risque absolument rien, la société non plus ne risquera rien à le laisser aller dans cette direction. Donc, celui qui a compris sa dépendance à l'égard du monde, à l'égard de la nature, à l'égard des autres, à l'égard le lien dont nous parlions l'autre jour, eh bien, celui-là peut faire confiance, se faire confiance. Se faire confiance est extrêmement important. On est aux antipodes de celui qui ne se fait pas confiance parce qu'il a peur de ses possibilités, parce qu'il est dans le ressentiment et la jalousie permanente. Celui-là vit dans le malheur et ne parviendra jamais à développer ce que la nature a mis en lui. Voilà. Et puis, alors Valérie, là j'avance directement sans te
laisser me questionner pour gagner du temps. Il y a une quatrième source de souffrance qui est notre incapacité, j'espère ne pas trop la frustrer, la pauvre Valérie, notre incapacité à nous émerveiller. Je ne viendrai plus lundi prochain, je ne suis pas là. Oh, je te convaincrai d'ici là. D'où vient cette incapacité à nous émerveiller? Parce qu'on situe le bonheur à un niveau trop élevé. On devient aveugle aux petites choses merveilleuses que nous croisons presque tous les jours. On veut atteindre les sommets de béatitude. Il nous faut réapprendre l'émerveillement, il faut apprécier les petites joies que nous offre la vie, savoir éprouver de la gratitude à l'égard de la vie elle-même, dans son fonctionnement le plus élémentaire. Et avant tout, apprendre à identifier, et je m'aperçois de plus en plus en regardant autour de moi que bien peu malheureusement en sont capables, apprendre à identifier ce qui nous est bénéfique et ce qui ne nous convient pas, se connaître soi-même pour identifier ce qui nous amène à nous développer nous-mêmes et ce qui nous fait du mal. Et je cite Le Voyageur et son ombre, ne pas savoir ce qui nous est bénéfique ou nuisible, être ignorant dans les petites choses de tous les jours et n'avoir pas de bons yeux, formule qui fait un peu sourire de la part d'un quasi aveugle, n'avoir pas de bons yeux, c'est là ce qui fait de la terre pour tant d'hommes une prairie du malheur. Voilà donc la quatrième source de souffrance. Voilà ma chère Valérie, cette fois je te redonne la parole. Pour la souffrance, nous allons donc terminer, plus vite que prévu, mais c'est bien parce que comme ça on peut continuer. Et j'ai encore une question, peut-être une des dernières questions pour aboutir à Nietzsche, en tout cas ce soir. La plupart des commentateurs l'ont admis, et Nietzsche est d'abord, la philosophie de Nietzsche est d'abord une philosophie du temps. Alors là aussi, j'ai pu questionner Vivaldi qui m'a dit ça dépend des saisons. Mais moi j'ai aussi une question. Quel est l'objectif que nous devons poursuivre dans notre relation avec le temps, mon cher Philippe? Alors c'est ce qui fait la synthèse de tout ce que nous venons de dire. Au fond, la rumination, la crainte de la mort, l'échec, les sources de souffrance dont nous avons parlé ont une seule cause, en définitive. Une seule. Notre conception du temps. Un seul impératif s'impose finalement, si on veut ramasser le message de Nietzsche. Modifier notre rapport au temps. Et il appelle ça, il emploie un terme religieux, Erlösung en allemand, la rédemption. Il est fils de pasteur, il connaît parfaitement les textes bibliques. Et voilà comment il définit cette rédemption dans le Zarathustra, qui est évidemment l'un de ses plus beaux ouvrages. Racheter les hommes du passé et transformer un ainsi je l'ai voulu en racheter tout cela fut, que cela pour moi s'appelle rédemption. Cela fut, ainsi se nomme de la volonté le grincement de dents et la plus solitaire tribulation. Voici ce qu'est la vengeance même, contre le temps et contre son cela fut, le contre-vouloir de la volonté. Fragment, énigme, cruel hasard, ainsi est tout cela fut, jusqu'à ce que le vouloir qui crée ajoute, mais ainsi je l'ai voulu. Alors, il me faudrait des heures et des heures pour décortiquer ce que Nietzsche appelle la rédemption. Mais je vais essayer de vous en faire retenir un petit peu l'essentiel. Au fond, et là, je vous rappelle un souvenir qui m'est cher. Je vous ai parlé de la Corse tout à l'heure et de mes années corse. J'ai eu la chance, le bonheur d'avoir un inspecteur de philosophie d'origine corse qui avait une belle propriété à Speloncat, en Balagne. C'était un homme très rationaliste, amoureux de Descartes, dont je parlais la semaine dernière. Et il me disait régulièrement, il m'aimait beaucoup, il m'a toujours aidé dans ma carrière, mais il me disait toujours, Philippe, je ne comprends pas cette vénération que vous portez à Nietzsche. Et quelques années avant sa disparition, il me reçoit dans sa belle propriété de Speloncato et il me dit, Philippe, je dois vous présenter mes excuses, je dois faire amende honorable. Je comprends pourquoi vous aimez Nietzsche. Nietzsche a fait une fantastique découverte, qui est peut-être la plus grande découverte philosophique de tous les temps, la plus grande découverte de tous les temps. Derrière nos vengeances, nos ressentiments, notre malheur, nos jugements, se trouve au fond une unique source, c'est la condamnation de la réalité,
qui n'a pas été ce que nous aurions aimé qu'elle soit. On a parlé un petit peu de ça avec le stoïcisme il y a 15 jours pour ceux qui étaient déjà là. Cette condamnation de la réalité, c'est la source des croyances. Il y aura une autre réalité meilleure. C'est la source des idéologies. Il y aura demain un monde meilleur. C'est la source des croyances religieuses et des idéologies modernes. C'est ainsi que la conscience, j'y reviens, qui est le plus merveilleux cadeau que nous a fait la nature, il ne faut jamais regretter d'avoir accédé à la conscience, elle est devenue la source de notre malheur. Croyances religieuses et idéologies empoisonnent le monde, mais empoisonnent le monde au sens strict de l'empoisonnement. Alors la rédemption dont parle Nietzsche, c'est la réconciliation avec la réalité. Et pour que cette réconciliation fonctionne, il faut apprendre non seulement à supporter le réel, ça c'est l'attitude des stoïciens, on en a parlé il y a 15 jours, mais il faut aller au-delà du fait de supporter, il faut aimer la réalité, il faut la vouloir, et en vouloir même l'éternel retour, cet éternel retour dont Nietzsche dit qu'il est la formule d'approbation la plus haute. Et la première occurrence du retour éternel, vous l'avez dans le Gai Savoir, et c'est une bonne façon de commencer à cheminer vers cette idée difficile et exigeante du retour éternel, sur laquelle je ne vais pas pouvoir m'éterniser ce soir, sauf si vous me questionnez tout à l'heure. Vous avez un magnifique paragraphe dans le Gai Savoir, et vous pouvez vous faire le test à vous-même, pour savoir si vous aimez le réel ou pas. Si cette nuit, au milieu de votre sommeil, un démon venait dans votre chambre vous secouer par les pieds et vous demander « Cette vie, telle que tu l'as vécue depuis ta naissance, dans les moindres détails, est-ce que tu es prêt à vouloir la revivre une fois, 10 fois, 100 fois, 1 milliard de fois, une infinité de fois ?» On voudrait tous revivre notre vie. Oui, mais alors vous m'effacez la grippe de l'an 2000, hein. Vous m'effacez le Covid de 2020, vous m'effacez le divorce de 1994. Bon, non, je dois vouloir l'éternel retour de cette vie dans sa totalité, à la virgule près, parce que c'est elle qui m'a constitué. Je dois vouloir le passé, parce que sans ce passé, nous en parlions avec les stoïciens il y a 15 jours, si mon papa n'avait pas rencontré ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, Cro-Magnon, Cro-Magnonne, je ne serais pas là. Donc je dois vouloir que tout se soit passé exactement comme cela s'est passé. Se réconcilier avec la réalité. Alors vous me pardonnez d'être un peu elliptique, j'ai tellement écrit sur le sujet que vous pouvez vous renseigner par ailleurs en lisant mes écrits, mais on rejoint un présent qui est éternel. Et c'est ça le retour éternel, c'est le présent éternel, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre « L'individu éternel ». Cet instant qui contient tout le passé et tout l'avenir, cet avenir qui redeviendra le passé parce que le cycle est éternel et tout recommence éternellement. Cet instant lui-même est hors du temps, cet instant lui-même est éternel, et en le rejoignant, j'atteins l'éternité. L'éternité, ça n'est pas l'immortalité, et là on est très proche de Spinoza. Et comme j'ai largement parlé de Spinoza, je vous renvoie à l'Agora de l'an dernier sur Spinoza, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Un peu de promotion, ça fait du bien. Hein? On termine, ma chère Valérie. Eh bien, nous arrivons donc à la dernière question. Je ne dirais pas la plus importante, mais celle que l'on attend finalement et qui va peut-être aussi nous permettre, nous, d'avancer, de mieux travailler sur nous-mêmes. Et en plus, nous l'avons dit au départ, vous avez quand même une relation particulière, proche, une vie commune avec Nietzsche. Alors, qu'aimeriez-vous nous dire en conclusion de ce coaching de Nietzsche? Quel mot d'ordre le coach de Nietzsche nous donnerait-il pour, si vous voulez, nous aider à améliorer nos existences, nos lendemains, nos nuits, nos jours, nos vies? Nos vies. Alors, si je crois que si Nietzsche devenait notre coach personnel, il nous donnerait un unique mot d'ordre, unique. Apprendre à vouloir le monde dans toutes ses dualités. Nous vivons plus que jamais dans l'illusion. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de professeurs de bonheur. Hein. Mon collègue et néanmoins ami Luc Ferry se moque d'eux régulièrement dans les pages du Figaro. Nous vivons plus que jamais dans l'illusion que le bonheur pourrait être un état permanent. On pourrait vivre sans cesse dans le bonheur total. Et il y a des professeurs qui se font payer très cher pour vous amener vers ce bonheur permanent. Ne leur donnez pas un centime, hein. Ou alors c'est pas la peine d'être là ce soir. Bien. Nos professeurs de bonheur ne cessent de répéter que nous avons tous la capacité de nous installer dans une béatitude constante
c'est un fantasme dangereux et c'est un fantasme destructeur. Et la logique élémentaire vous le démontre. S'il faisait toujours jour, la notion même de jour n'existerait pas. On est d'accord? Il fait jour parce que, de temps en temps, il fait nuit. Le jour laisse la place à la nuit. Donc, sans la nuit, le jour n'existerait pas. Sans la mort, l'idée même de vie n'existerait pas. Les auteurs de science-fiction se sont amusés à développer cette thématique. Sans la mort, la vie n'existerait pas. La vie existe parce que la mort existe, et c'est la mort qui nous fait comprendre ce qu'est la vie. Il n'y a pas de mort sans vie et de vie sans mort. Sans la souffrance, les épicuriens l'ont compris, on en parlera peut-être l'an prochain si je les retiens, sans la souffrance, aucune conscience du plaisir ne pourrait exister. Donc se réconcilier avec le monde, c'est apprendre à l'aimer dans ses contrastes, dans ses dualités, dans sa diversité, dans sa totalité. Ne faisons pas notre marché comme certains le font chez Nietzsche. Acceptons le monde dans la totalité de ses facettes. Ça n'est pas simple, ça demande un travail considérable sur soi-même, mais c'est la seule voie qui peut nous amener effectivement à la véritable sagesse, à la véritable sérénité. Apprenons à jouir de l'expérience, ces petits moments dont parlait Nietzsche tout à l'heure, hein, de bonheur que nous rencontrons dans nos existences. Alors je terminerai pour conclure cette conclusion, parce qu'il faut aussi conclure les conclusions. Je vous cite pour terminer et avant d'entamer le dialogue avec vous, cette formule dont je suis sûr que Nietzsche l'aurait reprise dans ses écrits s'il avait eu le temps d'écrire ce grand livre de synthèse que le destin ne lui a pas permis d'écrire. Cette phrase que j'ai souvent citée dans mes conférences. « Ainsi découvrons-nous ici également la nuit et le jour, en tant que notre condition de vie. Vouloir connaître et vouloir errer sont le flux et le reflux. Si l'un des deux prédomine absolument, l'homme périt. » Merci de votre remarquable attention. Donc Valérie va circuler parmi vous pour m'interpeller, me contester. Vous avez tous les droits, sauf de faire une deuxième conférence, parce que quand même le rosé risquerait de réchauffer. Bonjour, merci. J'ai une question sur Nietzsche par rapport... ça, c'est l'homme qui pose toujours la première question. Il faut l'ovationner, il faut l'ovationner. Oui, parce qu'elle... Oui, parce qu'elle me tourmente, en fait, quand je ne l'ai pas bien formulé dans ma tête. La question porte sur Nietzsche et l'altérité. Cet homme qui se déplace sur son fil, ce funambule donc on trouve chez Zarathustra, qui se déplace sur son fil, sa corde tendue entre l'animal et le Übermensch, le surhomme, qui est une corde infinie finalement, parce qu'il ne fait jamais qu'il tente, on ne peut pas le devenir. Il rencontre l'altérité en lui-même, c'est-à-dire que c'est une altérité de l'être, puisqu'il ne cesse de devenir, une altérité du devenir. Je voudrais savoir à quel moment, parce que c'est quelque chose que je ne vois pas bien, à quel moment il est confronté à l'altérité de la rencontre, voire à l'altérité du collectif, tel que l'invoquait peut-être même Jaurès finalement dans l'esthétisme et socialisme, où il fait la remarque que Nietzsche n'a pas appréhendé suffisamment le collectif, voire le social. Peut-être il lui reproche de ne pas être Marx quelque part, je ne sais pas. Merci de cette très belle question. Effectivement, c'est une attaque entre guillemets qui est fréquente et qui n'est pas du tout dénuée d'intérêt et de pertinence, ce qui ne m'étonne pas de vous. L'altérité, effectivement. Bon, alors il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord une réponse quasiment biographique. C'est vrai que Nietzsche est un solitaire, qui a une vie extrêmement difficile, qui a du mal à entrer en contact avec les autres, d'abord parce qu'il les voit difficilement. Il se masque à lui-même, il est dans le déni. J'ai écrit un journal imaginaire, et dans ce journal imaginaire, je me suis pris pour Nietzsche carrément, parce qu'avec le temps, on peut se permettre. Et je me sers des lettres, évidemment, qu'il a écrites. Nietzsche qui ne voit pas à deux pas. Quand il habite à Nice, près de la promenade des Anglais, il écrit à sa mère et à sa sœur « Ce matin, j'ai vu la Corse par ma fenêtre. »
Il ne voit pas à 2 mètres. Bon. Donc, effectivement, Nietzsche a un problème avec l'altérité, il a un problème avec l'amour. J'ai préfacé le livre d'un ami qui s'appelle un livre Nietzsche et l'amour, qui est intéressant. J'ai fait une préface à cet ouvrage. Donc, il a une vie amoureuse catastrophique. Il tombe amoureux de Cosima. Ça semble pas réciproque, mais c'est le grand amour de sa vie. Hein. Bon. Cosima, qu'il appelle Ariane. Et dans ce qu'on appelle les billets de la folie, début 1889, il écrit « Ariane, je t'aime ». Ariane, c'est Cosima. C'est le grand amour de sa vie. Après, vous avez l'épisode Lou Andrea Salomé. Lou Andrea Salomé a eu des rencontres exceptionnelles, puisqu'elle a rencontré Rainer Maria Rilke, elle rencontrera Freud. Bon. Nietzsche en est fou amoureux, il la demande en mariage, et en même temps que son ami Paul Rey, tous les deux, ils demandent en mariage. Nietzsche demandait beaucoup en mariage, hein. Il a demandé aussi en Suisse une femme en mariage, alors qu'il l'avait rencontrée la veille. Bon. C'était un grand adepte de la demande en mariage. Bon. Et Lou Andrea Salomé s'est mal conduite, je crois. Moi, j'en veux quand même un peu en Lou Andrea Salomé. Elle s'est pas très bien conduite. Elle a joué sur la rivalité entre Nietzsche et Paul Rey, son ami Paul Rey. Bon, voilà. Et je vous livre une toute petite anecdote. Donc, ils se promènent au-dessus du petit lac là, italien, et ils reviennent très tard chez l'hôte qui les avait accueillis. Paul Rey les attend, il est fou furieux de voir qu'ils reviennent si tard et se demande ce qui s'est passé. Voilà. Et quelques années plus tard, Lou Andrea Salomé écrit dans ses mémoires « Ai-je embrassé Nietzsche sur le mont Salto ? Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Elle ne sait plus si elle a embrassé Nietzsche ou si elle n'a pas embrassé. Bien. Voilà. Donc Nietzsche a une vie amoureuse absolument catastrophique. Il est fidèle en amitié, il a des amis qu'il a gardés tout au long de sa vie, hein, des correspondances qui sont tout à fait intéressantes. Overbeck en particulier, qui sont son plus grand ami. C'est grâce à Overbeck qu'il obtiendra une petite pension de la ville de Bâle. En 1878, il obtient, il est très malade, il est très fatigué, il est très déçu de ne pas avoir eu la chaire de philosophie. Donc il demande un premier congé. C'est là qu'il part à Sorrente, passer l'hiver, avec son ami Paul Rey et Malvida von Messenburg, qui était une grande amie wagnérienne, qui n'a jamais compris pourquoi il s'était éloigné de Wagner. Et donc, 2 ans après, il demande son congé définitif, sa mise à retraite. Les Suisses avaient des moyens, puisqu'on lui donne une pension, alors qu'il est tout jeune. Hein, il est tout jeune, c'est en 1878, hein, il est né en 1944, donc c'est presque un jeune homme. On lui donne une pension qui était très modeste, mais Overbeck intervient auprès de la ville de Bâle pour doubler cette pension d'une pension de la ville de Bâle. Et donc il a vécu toute sa vie ensuite de ces 2 petites pensions qui lui ont permis de vivre une vie modeste, mais sans travail. Il n'a pas vécu de la vente de ses livres, puisqu'il n'a rien vendu. Je sais que quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat et quand j'ai reçu mes premiers droits d'auteur sur l'individu éternel, et que j'ai découvert que la première année, j'avais vendu 1 millier d'individus éternels et que Nietzsche avait vendu 100 exemplaires de Zarathustra. 100. J'ai pleuré. Hein. Peut-être hypersensible, mais j'ai vraiment pleuré. Hein. Moi, Granaroulo, je vends 1000 exemplaires de mon livre sur Nietzsche, et Nietzsche a vendu 100 exemplaires de Zarathustra, mais c'est une monstruosité totale. Donc c'est vrai que Nietzsche a des problèmes relationnels, amoureux, pas sur le plan de l'amitié. Voilà. Alors, si on élargit maintenant la question que vous posez, à l'altérité, je dirais, sociale et politique. Claude Sautet, qui était le philosophe qui a inventé les cafés philo, vous le savez sans doute, c'est celui qui a créé le Café des Phares, où je me suis rendu plusieurs fois, place de la Bastille à Paris, a écrit un livre que je juge atroce qui s'appelle Nietzsche et la Commune. Bon. Et en gros, il dit « Comment peut-on s'appeler Nietzsche et écrire sur la tragédie grecque alors qu'il y a des grèves ouvrières partout en Europe, etc. » Pas un reproche, à mon avis, très très sérieux. Bon. Mais Nietzsche a été influencé, il n'y a aucun doute à ce sujet, par l'anarchiste individualiste Max Stirner. Certains imbéciles, je les appelle ainsi et ça fait du bien, hein, pas de raison quand même, en toute gentillesse, avec beaucoup d'amour. Bon.
certains imbéciles disent Nietzsche n'a sans doute pas lu Max Stirner. La preuve, c'est qu'on n'a pas trouvé le livre de Stirner, l'unique et sa propriété, dans la bibliothèque de Nietzsche. C'est totalement débile de dire ça. Quand Granarolo quittera ce monde, il y a plein de livres qu'on ne retrouvera pas dans ma bibliothèque parce qu'il y a des abrutis qui ne rendent pas les livres qu'on leur prête. C'est pour ça que j'en prête plus de livres. Hein. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé le livre de Stirner qu'il n'a pas lu. Il y a du copier-coller presque de Stirner. Alors je vous réponds par le biais de Stirner, votre question importante sur l'altérité. Que dit Stirner? Parce qu'on fait le même reproche à Stirner. Hein. C'est un anarchiste individualiste qui pense qu'en fait, autrui, ce que j'appelle autrui, c'est pas autrui. C'est l'idée que je me fais d'autrui. Je ne suis pas en rapport avec un autre, puisque, on a vu ça avec Descartes la semaine dernière, je ne pénètre pas dans la conscience de l'autre, j'ignore tout des sentiments de l'autre. L'autre est complètement opaque. C'est une forteresse inaccessible pour moi. Donc ce que j'appelle l'autre, en fait, c'est l'autre pour moi. C'est l'autre tel que je me le représente. Alors j'ai besoin de cet autre tel que je me le représente, mais l'idée que j'aurais besoin d'un autre différent, l'autre différent, c'est un autre que j'imagine différent, et qui est peut-être très peu différent de moi. Et celui que je considère comme un autre pas différent, comme un frère, il est peut-être très très éloigné de moi. Donc voilà l'idée de Nietzsche, elle vient de Stirner, effectivement, mais vous avez raison, si on est un grand fan de l'altérité, c'est pas chez Nietzsche qu'on va trouver les textes les plus épanouissants sur l'altérité, je vous l'accorde totalement. On continue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez interpellé tout à l'heure par la mort, quand vous avez parlé en disant oui, ben, l'enfant se meurt, 40 ans meurt, tout ça. Et je regarde le verre moitié plein, moitié vide. Et si on n'avait qu'une seule mort et tous les jours une seule vie? Tous les jours qu'on se lève, on a une nouvelle vie qui commence. Ça peut être très joli aussi, mais c'est pas ça qui me... Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où vous avez besoin, j'ai besoin de votre éclairage, c'est sur Nietzsche. Et Nietzsche qui a dit « Dieu est mort ». Voilà, je voudrais être un peu éclairé là-dessus. Vous vous doutez bien qu'il me faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais je vais quand même pas, je vais pas me dérober. Pas de raison que je me dérobe. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en mai 68 quelqu'un a marqué dans les couloirs du métro « Dieu est mort, signé Nietzsche » et un individu très malin et très intelligent a écrit en dessous de la phrase « Nietzsche est mort, signé Dieu ». La seconde phrase est irréfutable. La première est peut-être plus contestable. Qu'est-ce que Nietzsche a voulu dire? Il veut dire, il constate. Et en cela, il est ce prophète dont nous avons parlé, ce futurologue. Et évidemment, il faudrait interroger à ce niveau-là le rapport compliqué qu'on a aujourd'hui avec l'islam. Nietzsche constate, avec beaucoup d'avance sur son temps, que la croyance en Dieu, la croyance dans le Dieu du monothéisme, la croyance chrétienne est en train de dégringoler. Et il ne s'est pas trop trompé là-dessus. Hein. Le Dieu qui est mort, c'est le Dieu qui donnait du sens à notre vie, autour duquel on bâtissait le sens. On retrouve la question du sens que j'ai développée tout à l'heure. Bon. Ce Dieu-là, qui était le principe, le donateur de sens, qui était aussi le garant de l'autre monde, que Nietzsche va appeler les arrière-mondes, hein, dans lequel nous mettions notre confiance. Au fond, on vivait dans l'attente de cette autre dimension, de l'accès à cette autre dimension. Tout ça est en train de s'effondrer. Si vous lisez, alors je vous renvoie à une lecture, hein, je vais avoir l'air de me dérober, mais je ne crois pas le faire, parce que il arrive à Nietzsche d'être plus clair que Granarolo. Je vous renvoie au paragraphe 125 du Gai Savoir, qui s'appelle l'insensé. C'est le texte dans lequel Nietzsche écrit « Dieu est mort ». Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Si vous lisez ce texte, il faut le lire et le relire, ça fait partie de ces textes. Il y a peut-être 15 ou 20 textes de Nietzsche qui contiennent tout Nietzsche. Il avait une capacité de concentrer sa pensée exceptionnelle. Si vous lisez ce texte, qu'est-ce que vous découvrez? C'est pas chic, Dieu est mort, on va s'éclater, tout est permis.
Non, c'est un texte sombre, c'est un texte noir. Qu'avons-nous fait pour détacher cette chaîne qui liait cette terre au soleil? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas plus nuit? Voilà la tonalité du texte. Nietzsche demande si nous allons être à la hauteur. Au fond, si ce Dieu est capable de mourir, c'est parce que ce Dieu, c'est nous qui l'avons créé. Et là, on retrouve toute la philosophie du 19e siècle, post-hegélienne, Feuerbach, l'essence du christianisme. Nous avons inventé Dieu. C'est une thèse qui n'est pas débile, hein, reconnaissons-le humblement. Hein, bon. Sinon, où était le Dieu du monothéisme il y a 5000 ans, hein, bon. Il était là ou il n'était pas là? Ah ben non, il n'était pas là, mais il était quand même là, puisqu'il était éternel. Bon, non. Donc, ce Dieu du monothéisme, nous avons cessé de lui accorder notre confiance absolue. J'avais signalé dans une conférence, il y a une vingtaine d'années, une enquête du Figaro. Vous voyez, j'ai cité plusieurs fois le Figaro ce soir, chacun ses lectures. Hein. Moi, je n'ai pas honte de lire le Figaro. Hein. On lit ce qu'on peut. Hein. On avait interrogé les catholiques pratiquants, j'insiste, hein, pratiquants. Êtes-vous absolument certain qu'il y a un paradis et une vie après la mort? 70% des catholiques pratiquants répondaient « on n'en est pas tout à fait sûr ». Alors imaginez les autres. Hein. Et ces sondages ont été confirmés régulièrement depuis. Nous avons perdu ce qu'on appelait autrefois la foi du charbonnier. Hein. On était élevé dans une religion, on nous l'avait transmis, on croyait aveuglement le message qu'on nous avait transmis, on ne le remettait pas en doute. Hein. Rien ne permettait qu'on le remette en doute parce que tout le monde pensait comme de cette façon-là. Il est certain que dans les sociétés multiculturelles et diversifiées, ça ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Hein. Donc le Dieu qui est mort, c'est le Dieu du monothéisme, c'est le Dieu... Alors là encore, contresens considérable sur Nietzsche. Hein. Le texte est très sombre. Et Nietzsche répète régulièrement, il y a même des textes que je suis le seul à citer, où Nietzsche dit « Est-ce que nous n'avons pas trop perdu en éliminant Dieu hein, bon, au niveau de la morale, etc. Hein, bon, est-ce que notre société sera capable de vivre sans ce garant de la justice, du droit, du bien hein, on est dans une crise morale sans précédent aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de soi. Hein, bon. Donc c'est cette idée que, effectivement, nous avons une sorte de... Nous entrons, je vais parler comme les hôtesses d'Air France, avec la mort de Dieu, nous entrons dans une zone de turbulence. Et Nietzsche s'amuse parfois, est-ce qu'il s'amuse ou pas? Nous entrons dans le nihilisme pour les 3 ou 4 siècles à venir. Donc vous avez le temps, hein, pour les 3 ou 4 siècles à venir. Donc Nietzsche écrit de magnifiques textes dans lesquels il dit « Ce Dieu auquel nous avons cru, il a permis à Bach d'écrire les cantates les plus fabuleuses qu'un musicien pouvait écrire. Il a permis à Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. On a fait des choses prodigieuses et il se pourrait que ce Dieu qui meurt nous rende incapables de créations semblables. Serons-nous encore capables? Autrement dit, et là je reviens, et je vous disais tout à l'heure, peut-être de façon un peu narcissique, mais je reviens au premier article. Je vous dis, un premier article, ça marque pour la vie. Hein. Dans ce premier article, je parlais du rêve, le rêve dans la pensée de Nietzsche. Et je disais dans cet article, au fond, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des rêveurs en train de nous rendre compte que nous sommes des rêveurs. Nous sommes peut-être en train de prendre conscience que c'est nous qui avons inventé Dieu, les dieux, le bien, le mal, enfin, c'est nous qui avons inventé tout ça. Bon. Et Nietzsche a cette phrase extraordinaire, il dit quelque part, est-ce que maintenant que nous sommes conscients que nous sommes les inventeurs de ce que nous croyons venir d'en haut, est-ce que nous n'allons pas devenir à la fois plus riches et plus avares? Est-ce qu'on va être encore capable de créer? Est-ce que la source de cette création ne va pas, une fois détruite, ne va pas anéantir notre capacité de création? Voilà les questions que se pose Nietzsche. Hein. Sur la mort de Dieu, il est plein d'interrogations. Hein. Il déborde d'interrogations. Hein. Il fait ce constat hein, d'un bouleversement sans précédent.
Nous avons vécu pendant 2 millénaires avec cette croyance enracinée en chacun d'entre nous, en tout cas au sein de la civilisation occidentale, bien entendu, parce que là encore, il faut relativiser, il faut catégoriser les choses. Bon. Mais il se pose au fond cette question-là. Donc voilà, pour la mort de Dieu, je suis conscient d'être dans l'insuffisance totale de ma réponse, mais je vous ai donné des pistes. Hein. Paragraphe 125 du Gai Savoir. Mon cher Philippe, nous avons évoqué... Je suis là. Où elle est, où elle est? Elle est là. Elle est là. Je ne suis pas dans la lumière, mais je suis là. Si, mais si, tu es dans la lumière permanente. Nous avons évoqué un petit peu tout à l'heure la sphère privée, notamment la vôtre. Et j'ai une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Elle est d'ordre privé, mais pas intime, rassurez-vous. Nous aimerions savoir pourquoi Nietzsche, pourquoi lui plus qu'un autre, pourquoi cette attirance, on va dire, pourquoi vous avez été captivé finalement pour un philosophe plutôt discret. Alors, j'ai aucun mal à répondre à cette question, Valérie, et merci de me la poser, peut-être pour aller vers la fin du débat, ou pas, ça va dépendre de vous. Je réponds très aisément à cette question. Je n'ai aucune vocation, et j'en suis pas spécialement fier, c'est comme ça, hein, d'historien de la philosophie. J'aurais été incapable de passer ma vie, comme certains le font, dans les dialogues de Platon, dans les 3 critiques de Kant, dans la philosophie d'histoire de Hegel. J'aurais été vraiment incapable. J'aime mon époque. Je suis passionné par les problèmes de mon époque, par les problèmes scientifiques, par les découvertes scientifiques de mon temps, par les découvertes technologiques. Je fais beaucoup de conférences, certains d'entre vous y ont assisté ces dernières années, sur l'intelligence artificielle. Je vais faire une conférence sur ChatGPT au mois de mai prochain, dans l'auditorium de la Garde. Je suis un grand passionné de mon époque. Et donc Nietzsche, c'est le seul philosophe, j'en voyais pas d'autres, qui me permettait à la fois d'étudier une philosophie ancienne, puisqu'elle a bientôt 2 siècles, 1 siècle et demi, cette philosophie, elle a été écrite donc entre 1872 et 1888. Bon. C'est le seul philosophe qui m'a permis d'étudier une œuvre ancienne sans me détacher de mon époque, en restant complètement enraciné. J'ai eu l'impression, et j'ai encore l'impression, que Nietzsche n'est pas un philosophe du 19e siècle. C'est un philosophe qui était en avance sur son temps, mais qui est encore en avance sur notre temps. Lire Nietzsche, c'est s'ouvrir à ce qui se trame, à ce qui va se passer, à ce qui s'ouvre. C'est pour ça que je parle de futurologie quand je parle de Nietzsche. Il a compris non seulement ce qui se passait, et c'est pour ça que parfois on passe à côté aussi de certains textes. Bon. Je prends un seul exemple. Dans sa jeunesse, après la naissance de la tragédie, Nietzsche écrit 4 petits textes qu'il appelle les considérations inactuelles ou intempestives, il y a les 2 traductions. Bon. Et il fait un portrait de la société et il dit à un moment donné, par exemple, que la société prussienne de son temps est politique et policière. Politique et policière. Bon. Alors on regarde, on s'intéresse un petit peu à l'histoire, on dit mais qu'est-ce qui lui a pris de dire ça? Ben non, mais il décrit ce qui vient. Il ne s'est pas trop trompé. Est-ce que le Troisième Reich ne sera pas politique et policier? Ben, éminemment politique et policier. Hein. Politique ou polizeilich. Bon. Donc voilà, je crois que Nietzsche, on se trompe souvent parce que il est tellement en avance et il parle tellement de nous qu'en lisant Nietzsche, vous dites « Ouais, mais ça c'est très banal, effectivement, tout le monde sait bien ça. » Oui, mais il a écrit ça il y a 120 ans ou 140 ans. Voilà. Donc le génie de Nietzsche nous masque son génie, si j'ose dire. Hein. Bon. Il est tellement en avance que vous avez l'impression, parce que ce qu'il dit, d'autres l'ont dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois, depuis 1876 ou 1880 ou 1885, vous dites, ouais, mais c'est très banal tout ça. Oui, mais il l'a écrit il y a 140 ans. Voilà. Donc voilà, ma réponse, elle est très simple. Grâce à Nietzsche, j'ai pu écrire une thèse de doctorat d'État, être un des tout derniers en France à avoir ce diplôme. Alors c'est complètement freudien, puisque j'ai parlé de Freud. Pourquoi j'ai fait une thèse de doctorat d'État? Parce que mon papa était docteur d'État. Et il n'était pas question que mon papa soit docteur d'État et pas moi. Pas question. On a été agrégé à 24 ans. La comparaison. Oui, à la comparaison, oui, bien sûr. Mais attendez, nul n'est parfait. Hein. J'ai encore du chemin à faire. Hein. C'est pour ça que je reviendrai parmi vous. Hein. Bon, j'ai encore du chemin à faire. Donc oui, évidemment, j'ai été un des derniers en France à avoir un doctorat d'État avec Patrick Vauteline, dont je parlais tout à l'heure. Hein,
Il faudra que je fasse une étude sérieuse un jour, parce que le doctorat d'État est supprimé en 1960. Quand est-ce qu'il est arrivé, Mitterrand, au pouvoir? 81, non? 81. Oui, 81. Il est supprimé en 83, le doctorat d'État. Bon. Donc, j'ai soutenu en 91. Alors, il y a peut-être des gens qui ont mis 20 ans, peut-être, à faire un... On avait le droit, hein. Il y en a qui ont mis 20 ans. Bon. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'universitaires ou de philosophes qui ont soutenu des doctorats d'État. C'était quelque chose, le doctorat d'État. Le doctorat d'État, c'est 4 heures de soutenance. Hein. Vous êtes gentil, vous m'avez posé 4 questions. Hein. Doctorat d'État, j'ai répondu pendant 4 heures à 5 membres du jury qui m'ont bombardé de questions. Et croyez-moi, ils étaient moins sympas que vous. Hein. C'est terrible, le doctorat d'État. Hein. Moi, j'ai envie de... Pardon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais oser... Je ne sais pas comment vous allez répondre. Qui c'est qui parle là, Est-ce que vous avez interrogé Nietzsche sur la question du féminisme? Ah, merci. Alors ça, c'est impératif. On parlait d'altérité, on parlait du féminisme. Là aussi, bien. Alors c'est vrai que Nietzsche a des formules qui sont troublantes et qui sont même choquantes. Dans le Zarathustra, il dit « Si tu vas chez les femmes, n'oublie pas ton fouet ». Quelle horreur. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup lu Schopenhauer. Et Schopenhauer est quand même pas un grand féministe. Bien. Mais donc c'est vrai que Nietzsche, il est dans les préjugés de son temps, sur beaucoup de plans, et par rapport aux femmes, il est peut-être en partie. Et en même temps, j'aime quand même citer quelques phrases que je suis le seul à citer, là encore, parce que moi j'ai lu tout Nietzsche. J'ai pas de mérite, hein, j'ai passé 40 ans à faire ça. Bon. N'importe qui aurait pu faire pareil. Vous avez une phrase que je citais dans mes phrases de la semaine, qui vont devenir un livre, qui sortira en janvier prochain. La femme parfaite est un type d'humanité supérieur à l'homme parfait. Merci, mesdames. Il faut quand même être un peu féministe pour écrire ça, non? Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont écrit des phrases comme cela à la fin du 19e siècle. Et il y en a d'autres, elle n'est pas unique, cette phrase. Donc ça fait partie, là encore, de la complexité de ce philosophe qui, d'un côté, bien sûr, attendez, Nietzsche, c'est pas Dieu, c'est pas le surhomme, il ne peut pas être Dieu puisque Dieu est mort. Hein, bon. Donc, il a une partie des préjugés de son époque, mais il a fait des efforts démesurés pour les surmonter, pour arriver à une pensée originale et épanouissante. Voilà, donc je crois qu'on peut trouver, méfions-nous effectivement des lectures simplificatrices et alors on peut les trouver effectivement sur la femme, c'est tout à fait possible. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. J'aurais une question sur l'art. Je n'ai pas lu Nietzsche, juste Ainsi parlait Zarathustra, c'est tout. Et je me posais la question, vu qu'il s'est approché, qu'il s'est questionné sur les compositeurs, que représente l'art pour Nietzsche? Alors, ça sera une bonne façon peut-être de terminer, parce qu'il faut quand même savoir s'arrêter. Sinon, vous pouvez me questionner. Hein. On peut m'envoyer des mails, je réponds toujours. Hein. Pas le lendemain, pas tout, parce que j'ai des choses à faire. Mais bon. Alors, merci pour cette très belle question. C'est essentiel, l'art, dans la pensée de Nietzsche. Et c'est certainement un des grands philosophes de l'art. Alors, je vous fais quelques petites réponses. Après, vous essayerez d'aller plus loin, chacun d'entre vous. La musique. Sans la musique, la vie serait une erreur. Il ne dit pas elle serait moins belle. Elle ne dit pas elle serait nulle. Il dit elle serait une erreur. C'est très fort comme expression. Personne ne fait attention à ces petites phrases. Oh, une erreur. Une erreur. C'est fort, une erreur quand même. Bon. Alors, il y a 20 ans, et je l'ai cité dans mon journal imaginaire, il y a 20 ans, je suis à la fête du livre de Nice et je suis invité par les organisateurs à une après-midi sur Nietzsche qui se déroulait dans un hôtel à proximité du lieu de la fête du livre de Nice. Et l'après-midi était consacrée à Nietzsche, donc je prends la parole à un moment donné. Et puis, après moi, s'exprime celui qui était à l'époque directeur du conservatoire de musique de Nice. C'est un grand monsieur, qui est un grand musicologue, qui est connu dans le monde entier.
faut dire qu'au conservatoire de Nice, vous avez des Chinois, des Coréens, enfin, des gens du monde entier, hein, et beaucoup d'Asiatiques qui viennent étudier notre musique. Ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas les frontières qu'on croit parfois entre les cultures, comme on se plaît à le répéter aujourd'hui. Bon, nous, on a honte de notre civilisation, de notre culture, mais non, les Chinois, ils viennent apprendre la musique classique française ou européenne. Donc, il fait sa conférence et il nous dit, je vais vous faire écouter quelque chose que vous n'avez certainement jamais entendu. Moi, j'avais entendu, évidemment, parce qu'on ne peut pas apprendre grand-chose sur Nietzsche. Il nous fait écouter une composition musicale de Nietzsche. C'est les Canadiens, les Québécois, qui ont édité, il y a 25 ans, l'intégrale des compositions de Nietzsche. Et il nous fait écouter, et puis à un moment donné, il arrête l'enregistrement, et il nous fait réécouter, il dit « Écoutez bien ça », donc tout le monde est très attentif. Il dit « Voyez ce que vous venez d'entendre là ? C'est la preuve que si Nietzsche s'était consacré à la musique, il aurait été le plus grand compositeur de la fin du 19e siècle. Le plus grand compositeur. C'est pas Philippe Granarolo, fan absolu, qui dit ça. C'est le directeur du conservatoire. Donc quand j'ai écrit le journal retrouvé de Nietzsche, préfacé par mon ami Cyrulnik, je voulais citer cette phrase. Mais j'ai dit, est-ce que j'ai le droit? Peut-être. Est-ce qu'il pensait vraiment ça, ce monsieur? Parce que vous savez ce que c'est les colloques, hein, et les fêtes du livre. On a déjeuné ensemble à midi, donc peut-être il avait forcé sur le rosé, comme on va le faire dans quelques instants. Est-ce que je pouvais citer cet homme? Est-ce que je pouvais écrire dans un livre, Monsieur Chassaigne, je crois que c'est son nom, si ma mémoire est bonne, nous dit que Nietzsche aurait été le plus grand compositeur de la fin du 19e siècle. Donc je retrouve sa trace par le biais des organisateurs, qui sont des amis de longue date. Je lui écris, je lui envoie un mail, et il me répond, mais bien entendu, Monsieur Granarolo, vous pouvez me citer, je pense exactement la même chose aujourd'hui. Donc Nietzsche, et je travaille en ce moment avec une musicienne qui est d'origine toulonnaise, mais qui vit à Toulouse depuis quelques années, qui est en train d'éditer les partitions complètes, parce qu'elles sont partielles, ces partitions, des compositions de Nietzsche. Et si tout va bien, et mon amie Martine Blanc est encore là parmi nous, oui, elle sait que je vais... Oui, Martine, hein, tu sais que je vais venir te voir, ma chère Martine. Moi, je vous propose, si l'adjointe à la culture en est d'accord et la municipalité de la Garde en est d'accord, je vous proposerai dans le courant de l'année prochaine une première mondiale, Nietzsche au piano pendant 2 heures ou 3 heures, avec une conférence sur la musique chez Nietzsche. Voilà. Donc oui, c'est un grand admirateur de l'art. Et si vous lisez le Zarathustra, puisqu'on parlait du Zarathustra tout à l'heure, vous avez un texte majeur dans le Zarathustra qui s'appelle les 3 métamorphoses, hein, au début du livre 1. Nous avons été successivement chameau, lion et enfant. Le surhomme, c'est l'enfant qui joue, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Et j'emploie souvent cette image. Vous regardez un enfant de quelques années sur la plage, il va passer la moitié de la journée, enfin, il faut quand même lui mettre un peu de protection solaire, hein, il va passer une grande partie de la journée à construire un château de sable, et le soir, il donne des grands coups de pied, et il démolit son château de sable. Et l'adulte, c'est celui qui construit le château de sable, et qui va construire des fils de fer barbelés en disant « Touchez pas à mon château de sable, c'est la merveille absolue de l'univers. » Oui, donc le surhomme, c'est l'artiste. C'est l'artiste c'est l'enfant qui joue, c'est l'artiste créateur. Toutes les phrases de Nietzsche vont dans ce sens-là. Donc, sans la musique, la vie serait une erreur. J'insiste sur ce thème, cette formulation à laquelle on ne fait pas attention. Là encore, on dirait que c'est une phrase banale. Non, il ne dit pas elle serait nulle, elle serait moche, la vie. Il dit serait une erreur. C'est très, très fort. Hein, une erreur de casting, une erreur de programmation. Hein, un univers dans lequel la musique n'existerait pas serait un univers raté, une nature imparfaite. Voilà. Donc oui, c'est un grand philosophe de l'art et il y a des textes sur l'art qui sont majeurs chez Nietzsche. Donc merci de m'avoir permis de répondre à cette dernière question. Maintenant, il est temps de boire un peu. Merci à vous tous.